Bonjour à tous, bonjour à Benoît Guimond, bonjour Sarah Bitter et bonjour Simon Trudeau, c'est Camille Proust. Bonjour Camille. Ça va bien? Oui, oui. Revenga. Oui, parfait. Alors oui, effectivement, tu nous l'as dit en espagnol ou en je ne sais pas quelle langue, en tout cas ça sonne espagnol, c'est la vengeance, notre thème d'aujourd'hui. Donc nos chroniqueurs vont nous parler de la vengeance d'un point de vue littéraire, cinématographique et philosophique, on va le voir, mais on commence tout de suite avec le théâtre. Et on a choisi quelque chose avec Simon. Je pensais à vengeance. Je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais est-ce qu'on y va dans la vengeance subtile ou est-ce que et là non, m'est apparu dans le front vraiment vengeance et honneur. Et je me suis mis à aller chercher du côté de mes vieux bouquins obligatoires des cours de français. Et c'était vraiment ces cours obligatoires où on nous faisait lire notamment le Cid, donc de Corneille, XVIIe siècle. Le Cid, pour vous rappeler un petit peu l'histoire avant qu'on commence avec Simon, donc Don Rodrigue qui a dû venger son père en tuant le père de sa maîtresse qui s'appelle Chimène, effectivement était donc face à un dilemme cornélien, ce qu'on appelle vraiment ça. Benoît, tu t'en as certainement dû en entendre parler forcément en philosophie, c'est sûr qu'on en parle un petit peu. Est-ce que c'est un dilemme cornélien à cause de Corneille ou à cause de... À cause de Corneille, ouais, tout à fait. C'est le nom de l'auteur qui a donné l'adjectif. Eh bien non, pas du tout. Donc le dilemme cornélien, est-ce que je vais assouvir mon honneur, est-ce que je vais le respecter en tuant le père de Chimène ou vais-je succomber à l'amour que j'ai pour cette femme et ne pas tuer le père de ma femme et ou le père de ma future femme en fait. Bref, de me venger. Donc c'était ça tout le problème un petit peu de Don Rodrigue, mais il choisit l'honneur, il choisit de se venger et il tue le père de Chimène. Et Chimène, elle aussi, femme d'honneur, n'est-ce pas? Eh bien, elle demande en fait la tête de Rodrigue au roi, même si son amour n'a pas été diminué par la mort de son père, elle veut quand même la tête de Rodrigue, mais elle ne veut pas l'obtenir elle-même, elle préférerait demander à quelqu'un d'autre qui puisse assouvir sa vengeance, mais elle-même est incapable de le faire, et c'est ce qui va nous être dit dans ce que nous allons jouer dans un instant. Scène classique. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans cette scène, c'est une part où il y a une vengeance qui est explicite, mais personne ne veut la prendre. C'est une vengeance de principe. À cause du dilemme, justement, à cause de l'amour. C'est l'amour qui va donc essayer qui va rendre la chose tellement difficile pour Chimène, donc de se dire je dois venger la mort de mon père. Donc on va vous lire l'acte 3, scène 4. Rodrigue vient offrir sa vie à Chimène. Eh bien, sans vous donner la peine de poursuivre, assurez-vous l'honneur de m'empêcher de vivre. Elvire, où sommes-nous et qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison, Rodrigue devant moi. N'épargnez point mon sang. Goûtez sa résistance, la douceur de ma perte et de votre vengeance. Hélas. Écoute-moi. Je me meurs. Un moment. Va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement. Après, ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore toute trempée? Ma Chimène. Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. Regarde-le plutôt pour exciter ta haine, pour croître ta colère et pour hâter ma peine. Mais il est teint de mon sang. Plonge-le dans le mien et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Oh, quelle cruauté, qui tout en un jour tue le père par le fer, la fille par la vue. Ôte-moi cet objet, je ne le puis souffrir. Tu veux que je t'écoute et tu me fais mourir. Je fais ce que tu veux, mais sans quitter l'envie de finir par tes mains ma déplorable vie. Car enfin n'attends pas de mon affection un lâche repentir d'une bonne action. L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte déshonorait mon père et me couvrait de honte. Tu sais comme un soufflet touche un homme de cœur. J'avais par l'affront, j'en ai cherché l'auteur. Je l'ai vu, j'ai vengé mon honneur et mon père. Je le fais encore si j'avais à le faire. Ce n'est pas qu'en effet, contre mon père et moi, ma flamme assez longtemps n'est combattue pour toi. Juge de son pouvoir dans une telle offense, j'ai pu délibérer si j'en prendrais vengeance. Réduit à te déplaire ou souffrir un affront, j'ai pensé qu'à son tour mon bras était trop prompt. Je me suis accusé de trop de violence. Et ta beauté, sans doute, emportait la balance. À moi que d'opposer à tes plus forts appâts, qu'un homme sans honneur ne méritait pas, que malgré cette part que j'avais en ton âme,
Qui m'aima généreux me haïrait infâme. Qu'écouter ton amour, obéir à sa voix, c'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix. Je te le dis encore, et quoique j'en soupire, jusqu'au dernier soupir je veux bien le redire, je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter pour effacer ma honte et pour te mériter. Mais quitte envers l'honneur et quitte envers mon père, c'est maintenant à toi que je viens satisfaire. C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois. J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Je sais que mon père est mort, je sais qu'un père mort t'arme contre mon crime, je n'ai pas voulu dérober ta victime. Immole avec courage au sang qu'il a perdu, celui qui met sa gloire avant de l'avoir répandue. Oh, Rodrigue, il est vrai que quoique ton ennemi, je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie. Et de quelque façon qu'éclatent mes douleurs, je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs. Je sais ce que l'honneur, après un tel outrage, demandait à l'ardeur d'un généreux courage. Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien. Mais aussi le faisant, tu m'as appris le mien. Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire. Elle a vengé ton père et soutenu ta gloire. Même soin me regarde, et j'ai pour m'affliger ma gloire à soutenir et mon père à venger, hélas. Ton intérêt ici me désespère. Si quelque autre malheur m'avait ravi mon père, mon âme aurait trouvé dans le bien de te voir l'unique allègement qu'elle eût pu recevoir. Et contre ma douleur, j'aurais senti des charmes, quand une main si chère eût essuyé mes larmes. Mais il me faut te perdre, après l'avoir perdu. Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû. Et cet affreux devoir dont l'ordre m'assassine me force à travailler moi-même à ta ruine, car enfin n'attends pas de mon affection, de lâches sentiments pour ta punition. De quoi qu'en ta faveur notre amour m'entretienne, ma générosité doit répondre à la tienne. Tu t'es en m'offensant montré digne de moi, je me dois par ta mort montrer digne de toi. Ne diffère donc plus de ce que l'honneur t'ordonne, il demande ma tête, je te l'abandonne. Faisant le sacrifice à ce noble intérêt, le coup m'en sera doux aussi bien que l'arrêt. Attendre après mon crime une lente justice, c'est reculer ta gloire autant que mon supplice. Je mourrais trop heureux, mourant d'un coup si beau. Va, je suis ta partie et non pas ton bourreau. Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre? Je la dois attaquer, mais tu dois la défendre. C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir. Et je dois te poursuivre, et non pas te punir. De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretient, ma générosité doit répondre à ta générosité doit répondre à la mienne. Et pour venger un père en d'emprunter d'autres bras, ma chimène, crois-moi, c'est n'y répondre pas. Ma main seule du mien a su venger l'offense. Ta main seule du tien doit prendre la vengeance. Cruel. À quel propos sur ce point obstiné? Tu t'es vengé sans aide et tu m'en veux donner. Je suivrai ton exemple, et j'ai trop de courage pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage. Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir au trait de ton amour ni de ton désespoir. Rigoureux point d'honneur. Hélas, quoi que je fasse, ne pourrais-je à la fin obtenir cette grâce? Au nom d'un père mort ou de notre amitié, punis-moi par vengeance ou du moins par pitié. Ton malheureux amant aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre par ta haine. Mais va, je ne te hais point. C'était la fin que nous avons ponctuée vraiment sur cette célèbre réplique du « Va, je ne te hais point ». The sentence. The sentence, la phrase qui tue. Ben, qui tue pas finalement. Non, qui tue pas finalement. C'est ça, tout est bien, qui finit bien. On se rappelle dans le Cid, ils finissent par se marier, ils finissent par pouvoir divulgateur, Camille. Oh oui, j'imagine que c'est seulement personne sorti il y a 400 ans. Ah oui, hein. On fait ça nous. Eh bien, pour continuer, avant de retrouver Sarah, je vous présente un artiste, Alain Bachung, que vous connaissez certainement depuis longtemps, et qui, je vous fais écouter sa chanson « Je tuerai la pianiste ». Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois. Et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe.
pianiste, afin que l'on sache que la vie d'artiste n'est pas rose, n'est pas sans tache, comme un navire qui tangue, qui rompt ses attaches. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe en dehors de ça. Ses pieds sous les lambris dorés qu'elle jouait Mozart, Chopin. Je tuerai la pianiste qui n'a pas su m'aimer. Dans la chambre je pleure où l'amour se cache. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Et quand ce sera fait, que le jour sera levé sur le satin de ses méfaits, comme une pierre soulevée, où bruit la vermine, dans le champagne et le caviar, dans son manteau d'hermine, on pourra la voir, le corps animé, au fond de sa baignoire, blanche comme un lys. Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour que Dieu fait, chaque semaine, chaque mois. Et quand ce sera fait, que le jour se lèvera par l'entrée des artistes, quand on saura que c'est moi, alors je m'en irai, je la couvrirai d'un drap, alors je m'en irai. Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois. Et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Je suis un Indien, je suis un Apache. Je suis un Indien, je suis un Apache auquel on a fait croire que la douleur se cache. Je suis un Apache, je suis un Indien auquel on a fait croire que la montagne est loin. Je tuerai la pianiste. Je tuerai la pianiste. Je tuerai. Alain Bachung, je tuerai la pianiste.
On retrouve Sarah Bitter qui nous parle du comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, 1844. Oui. Oui, c'est ce que tu as choisi pour parler de la vengeance. Oui, sans surprise. Sans surprise. Ouais. Il y en avait d'autres, mais c'est vrai que celui-ci, je pense qu'il vient rapidement à l'esprit quand on entend le thème de la vengeance. Oui, complètement. Puis il me tient à cœur. C'est un de mes livres préférés dont je vais vous parler ce soir. Sans doute dans mon top 3, là, je dirais, de mes livres favoris et fétiches. Plein de raisons à ça. Oui. L'intrigue palpitante, plein de personnages, ça foisonne de partout, puis l'écriture. Ouais. J'ai lu plusieurs autres livres d'Alexandre Dumas, puis c'est un régal que je conseille à tous. Alors, peux-tu nous raconter un peu l'histoire? Après, Oui. tu nous diras un petit peu justement pourquoi tu l'as choisi Ouais. et pourquoi la vengeance s'illustrait parfaitement dans ce roman-là et comment tu l'apprécies dans ce roman-là. Bon, en détaillant un petit peu l'intrigue, vous allez très rapidement comprendre pourquoi est-ce que le comte de Monte Cristo illustre parfaitement le thème de la vengeance. L'intrigue de départ, elle est très simple. C'est Edmond Dantès, donc le héros de notre histoire, qui est un marin, officier de marine marchande plus précisément, et qui est voué à un formidable avenir. Il est très jeune, 19 ans, il est fiancé à une Catalane magnifique, Mercedes, très amoureux, il s'apprête à se fiancer dans les jours qui viennent, et il va sans doute être promu capitaine du navire Le Pharaon, donc de ce navire marchand-là. Donc un très bel avenir qui suscite évidemment la jalousie de proches d'Edmond Dantès, de personnes qu'il considère comme ses amis, en fait qu'il pensait être ses amis, et qui vont fomenter contre lui un complot pour le faire disparaître en fait de la surface de la Terre, disons. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent faire justement? Dans quel est le complot un petit peu? Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser en fait la bonté d'Edmond. Edmond Dantès, pendant qu'il était sur le navire Le Pharaon, le capitaine est décédé et il lui a demandé d'accomplir ses dernières volontés. Donc Edmond Dantès a fait un arrêt sur l'île d'Elbe. Oui. On se souviendra que Napoléon était sur l'île d'Elbe à cette époque. Le livre se passe au début du 19e siècle, donc dans les années 1810. Napoléon était donc sur l'île d'Elbe. Edmond Dantès fait un arrêt à cet endroit-là sur demande du capitaine qui lui avait fait cette demande à son chevet. Puis il récupère là une lettre qu'il est censé aller porter à quelqu'un à Paris. D'accord. Donc il exécute les dernières volontés d'un mourant. Il exécute les dernières volontés d'un mourant. Et de son supérieur en plus, c'est ça? Oui, de son supérieur et en plus d'un mourant. Donc quand il revient sur Terre, l'un des deux personnages qui vont faire un complot contre lui, Danglars, qui était le comptable sur le bateau, a vu la remise de cette lettre-là. Puis il se dit, on pourrait peut-être organiser une machination pour faire croire que Dantès est un adepte de Napoléon. Il veut continuer à être avec Napoléon. C'est ça, je cherchais le mot là, mais je crois que Napoléon à ce moment-là voulait quand même essayer de retourner au pouvoir en France. C'est ça, un sympathisant bonapartiste, c'est ça. Je cherchais mon mot, je ne l'avais pas, je l'ai trouvé grâce à toi Camille. Donc ils essayent de le faire passer pour un sympathisant bonapartiste et ils rédigent une lettre de dénonciation. Donc c'est Danglars qui rédige cette lettre-là de la main gauche pour que son écriture ne soit pas reconnue. Et par un petit subterfuge, il fait croire à l'autre personnage qui va être à l'origine du complot, Fernand, qui est lui fou amoureux de Mercedes, donc la fiancée d'Edmond. Il lui fait croire que non, finalement, c'est pas une bonne idée. Il déchire cette lettre-là. En fait, il ne la déchire pas vraiment. Il la déchire pas vraiment. Il la roule en boule. Il la jette dans un coin. Puis Fernand, lui, va la récupérer puis va l'envoyer. Donc finalement, c'est pas un complot totalement avoué. Ils ne veulent pas s'avouer être ni l'autre ne s'avoue. Des comploteurs aussi. Et c'est une malhonnêteté totale de leur part. Puis c'est comme ça qu'en fait l'histoire commence là dans les premiers chapitres. C'est ça qui se passe. Et le jour des fiançailles, donc la police vient arrêter Edmond Dantès et il est amené devant Monsieur de Villefort, qui est le substitut du procureur. D'accord. Et le hasard du calendrier fait que le substitut du procureur, qui était donc la seule personne présente ce jour-là pour recevoir la dénonciation, puis recevoir Edmond Dantès et faire son interrogatoire, il s'avère que c'est le fils du destinataire final de la lettre. D'accord. Qui
qui vient accuser Edmond Dantès. Là. Il a entre ses mains une lettre qui est adressée à un sympathisant bonapartiste et il s'avère que c'est le père du substitut du procureur. Et donc, il y a un très très grand concours de circonstances. Oui, qui complètement. C'est-à-dire que le complot est là, mais au départ, ce monsieur de Villefort aurait très bien pu vouloir ne pas croire à cette lettre de dénonciation. C'est exactement son attitude première. Au début, il se prend de sympathie pour Edmond Dantès parce que lui-même, le jour où il reçoit cette dénonciation, il était en train de faire ses fiançailles. Deux jeunes hommes à peu près au même âge qui, d'un côté comme de l'autre, fêtent leurs fiançailles. Donc au début, Monsieur de Villefort prend Edmond en pitié. Et là, quand il se rend compte que la lettre est adressée à son père, il ne porte pas le même nom de famille. Oui, tout à fait. Là, il se dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose parce que c'est son propre futur, sa propre carrière qui risquerait d'être mise en péril à cause de son père, qui est un sympathisant bonapartiste. Et donc là, il décide de faire écrouer Edmond Dantès sans procès. Taire, en fait. Tout à fait, sans procès. Il l'envoie donc au château d'If, qui est une prison au large du port de Marseille. Que l'on peut visiter d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant. On peut visiter d'ailleurs, ils ont mis une cellule qui pourrait être la cellule d'Edmond Dantès si jamais on voulait vraiment s'imaginer le personnage dans une cellule. Quand on visite le château d'If, on la voit, cette cellule-là, on la voit où il pourrait ruminer sa vengeance, justement. Alors, dans ce château d'If, il rumine sa vengeance. Il rumine sa vengeance, mais ça lui prend de nombreuses années. Il va rester 14 ans en tout en prison pour ce complot bonapartiste pour lequel il a été accusé. Ça lui prend vraiment très très longtemps avant de se rendre compte qu'il a été trahi, parce qu'au début il sait pas du tout pourquoi il est là. Ce sont ses amis, les autres personnes. Pour lui, ce sont ses amis, oui, tout à fait. Et c'est en rencontrant un voisin de cellule, l'abbé Faria. Bon, je raconte pas exactement comment se passe la rencontre là. On va laisser un petit peu l'intrigue et le mystère, de la même manière que je n'expliquerai pas comment il s'évade. Mais c'est en discutant avec cet autre prisonnier que là, il prend conscience en fait de toute la machination. L'abbé Faria est quelqu'un de très très clairvoyant, très éduqué, qui va apprendre plein de choses à Edmond Dantès, plein de langues étrangères, de l'astronomie, plein de choses, et qui va lui dire: écoute, tu t'es fait avoir, en gros. Lui est clairvoyant, il arrive très bien à s'imaginer. Edmond lui raconte son histoire et lui dit éclaire-moi, moi je la vois pas, la machination, éclaire-moi, explique-moi, je pense que j'ai été trahi, mais je sais pas par qui, je sais pas pourquoi. Puis là, l'abbé Faria, en entendant son histoire, il lui dit pour lui, ça lui apparaît assez clairement. Et oui, c'est ça lui apparaît très clair. Donc quand il s'évade, là, il met sa vengeance en place, puis c'est merveilleux. C'est merveilleux, non, mais c'est tellement bien écrit que on est plongé dedans. Puis c'est vraiment un roman qui illustre parfaitement l'expression: la vengeance est un plat qui se mange froid, parce que il va les chercher un par un et il se venge de manière spectaculaire à chaque fois. Et c'est et alors il prend différents personnages qui peut faire d'ailleurs sa vengeance, il peut l'exécuter parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est ça. L'abbé Faria lui a aussi donné, c'est ça, si je me souviens l'abbé bien. Faria lui explique là où est caché un trésor, là où serait caché un trésor. Et l'une des premières choses que fait Edmond Dantès après son évasion, c'est d'aller chercher, donc sur l'île de Monte Cristo, on y arrive, le trésor, et c'est le nom qu'il va prendre. C'est un des noms en fait qu'il va prendre. C'est ça, c'est une multitude de personnages qu'il essaye d'interpréter, de prendre un petit peu pour pouvoir faire la lumière un peu sur l'histoire et savoir comment se venger. Mais en fait, il fait comme une enquête un petit peu. À peu près à mi-chemin du premier tome, là, il retourne à Marseille, puis au début, il se fait passer pour un abbé, il va voir son ancien voisin, Caderousse, qui était là le jour où le complot a été mis en place, et qui va essayer de lui soutirer de l'information. Puis ce qui est drôle dans le livre, c'est que oui, il se venge de ses ennemis, mais dans le tome 1, il va aussi rendre hommage à ses seuls amis, donc son ancien voisin Caderousse, qui finalement n'était pas si mauvais que ça. Il lui donne beaucoup d'argent, ce qui fait que ça le sort de sa misère. Et il sort son ancien patron, qui voulait le promouvoir capitaine. Il le sort de la faillite. Ouais, tout à fait. Donc c'est un ange de la vengeance, mais aussi de la bonté. Il essaye donc de rendre justice aussi d'une bonne manière, d'une manière plus positive. Autant il va sauver la vie de 2 hommes, autant il va saccager la vie de 3 autres hommes. Et presque même de son ancienne fiancée. Oui, aussi, qui s'est remarié, je crois. Qui s'est remarié avec Danglars, le comptable. Donc
la trahison totale. La trahison totale. Et alors, tu nous décriras pas vraiment comment il se venge, parce que tout le plaisir est vraiment pour le lecteur de le découvrir au fil des pages. Mais est-ce que tu peux nous dire quand même à la fin comment il s'en sort de cette vengeance-là? Est-ce que il en tire une satisfaction quelconque? Est-ce qu'il y a un retour un petit peu alors, là-dessus? Pour tout avouer, ça fait des années que je l'ai lu. J'ai recommencé à le lire cette semaine. Je suis pas arrivée jusqu'à la fin, donc Camille, je ne peux pas te dire comment ça se finit parce que je ne m'en souviens plus. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ça vaut la peine. Oui. Il y a plein de rebondissements. Moi, j'adore le fait qu'il endosse plein de rôles différents. Mm-hmm. Et des fois, c'est même surprenant. On commence à lire un chapitre, puis on se dit, mais mince, l'éditeur s'est planté. Il a pris le chapitre d'un autre livre pour le mettre dans Le Comte de Monte-Cristo. Ça a pas de sens. Donc c'est très varié. Oui, très, complètement. animé. On passe d'un bout de pays à un autre, d'une culture à une autre. Puis lui, il se fait passer pour différentes personnes. Et puis qui donc viennent de plein d'endroits différents. Il se fait passer pour un lord, pour une sorte de sultan. Oui, comme un sultan. Oui. Simbad le marin. Simbad le marin, carrément. Oui. Donc, non, il y a beaucoup de... Tout un imaginaire derrière. Non, c'est vraiment une belle lecture. Super. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé ça avec nous. On parlait du Comte de Monte-Cristo, écrit par Alexandre Dumas en 1844, pour traiter du thème de la vengeance. Vous écoutez CKRL 89.1, le Médialodon. Le Médialodon. Le Médialodon. Alors pour ceux qui ne faites une page de pub, vous aurez eu 2 fois le thème du Médialodon. Donc j'espère que vous savez vraiment quelle émission vous écoutez. C'est bien le Médialodon sur CKRL 89.1. Et on retrouve tout de suite Simon. Bonjour Simon. Bonjour Camille. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, je ne remettrai pas vraiment notre petit jingle pour le cinéma parce que là, ça ferait trop. Donc toi, tu vas nous parler, Simon, de Revolver de Guy Ritchie. Oui, et avant de me lancer dans l'univers gangster londonesque de Guy Ritchie, dans lequel il a passé la majorité de son œuvre, je veux dire que en regardant, après avoir reçu le thème, en regardant ma filmographie, ma librairie de films à la maison, je me suis vraiment rendu compte que le thème de la vengeance est extrêmement populaire au cinéma. Personnellement, j'accuse le western. Je pense que l'influence du western sur l'ensemble des mouvements cinématographiques a résulté à une grande diversité de vengeance. Ouais. Mais même dans les films plus récents, des Old Boy au V pour Vendetta, en passant par 2 ou 3 Kill Bill, il y a une très grande présence de ce thème un peu partout. Et c'est souvent la même formule d'ailleurs. On commence avec la faute où on la laisse planer et on découvre le vengeur, la personne qui va en venir à se venger, jusqu'à la fin où on va trouver que par un stratagème incroyable, elle va finir par se venger. Et bien souvent, ce genre de film-là installe le fait que la vengeance elle-même est corruptrice et que finalement, en se vengeant, on ne sauve personne, on ne fait qu'amoindrir son âme. Dans de très rares cas, la vengeance semble justifiée, mais dans des cas encore plus rares, il y a une déconstruction de la vengeance, en fait, de l'idée de la vengeance, de l'idée même de l'ennemi. Et c'est ce que propose ce film Revolver de Guy Ritchie, sorti en 2004 en Angleterre et en 2007 aux États-Unis. Un scénario donc de Guy Ritchie et de Luc Besson aussi apparemment. Et oui, et qui dit scénario de Luc Besson dit
tentative expérimentale de faire du cinéma hollywoodien. C'est vraiment quelque chose qui, sur la pochette, si vous vous fiez vraiment à la liste de films de Guy Ritchie, vous seriez même pas capable de le repérer tellement ils se font dans la masse de l'œuvre de Guy Ritchie, de gangsters londoniens, un peu quirky, un peu avec des personnages un peu caricaturaux, des espèces de personnages de Dick Tracy mais à Londres. Et ça semble être exactement ça pendant, je vous dirais, la première moitié du film. D'accord. Pendant la première moitié du film, donc, il y a ce personnage qui est joué par Jason Statham. Ce fameux Jason Statham qui joue maintenant un peu seulement dans des blockbusters un petit peu testostéronés. Là, il joue dans des blockbusters testostéronés ou dans des films de Guy Ritchie. Alors voilà, il est dans un film de Guy Ritchie dans le rôle de Jake Green, qui est un homme de cartes. On dit un cardman, un homme qui joue au casino, qui fait des deals et voilà. Et il est engagé par un personnage joué par Ray Liotta qui s'appelle Dorothy Matcha, qui a pour but de peupler, qui est à la tête d'un empire du crime, parce que qui dit film de gangster dit empire du crime, basé surtout autour des casinos et des jeux de chance. Alors il l'engage pour faire un gros coup. Il utilise sa famille, un peu comme dans le conte de Monte Cristo, pour le monter finalement le faire monter comme l'homme de la situation, même si le personnage de Jason Statham est au début réticent à participer à l'opération. Et bien entendu, quand le plan va foirer, c'est Jason Statham qui va je vais commencer par l'appeler le nom de son personnage, c'est Jake Green qui va manger le coup et qui va se retrouver en prison. Et là, placé devant sa sentence, il a deux choix. Soit faire 14 ans de prison régulière. Dis donc, que de similitudes avec ce dont on vient de parler juste avant. Oui, incroyable. Ou 7 ans de solitaire. Donc 7 ans dans une prison dans une cellule extrêmement petite où il n'aura de compagnie que sa propre solitude. Et c'est ce qu'il choisit. Il va choisir le plus court terme pour fomenter sa vengeance. Le hasard veut qu'il se retrouve dans sa petite cellule entre deux génies. Un génie de l'arnaque et un génie des échecs. Et les deux extrêmes cerveaux qui sont de part et d'autre de sa cellule s'échangent une espèce de correspondance par des signets de la bibliothèque de la prison, par différents petits trucs. Ils s'échangent des petites correspondances, des codes morse, tout ça. Donc il arrive à communiquer finalement. Il n'est pas vraiment tout seul dans sa cellule. Il n'est pas vraiment tout seul parce que les deux inconnus qu'on ne voit jamais, qui sont de chaque côté de lui, sont d'une intelligence redoutable et finissent par être capables d'organiser par tous les moyens du bord, une espèce d'échapper de la prison et d'inclure là-dedans le personnage de Jake Green. D'accord. Il faut dire aussi qu'étant donné que les deux personnes qui sont toujours mystérieux, sont des génies incommensurables qui se parlent de la physique quantique, des mathématiques, des échecs, de tout, ils finissent par concevoir ce qu'ils appellent la formule. Et la formule, c'est l'arme secrète que Jake va utiliser pour sa vengeance. Parce que la formule est le code secret qui régit tous les jeux de chance. En fait, tous les jeux, quels qu'ils soient, peuvent être rompus par l'application de cette formule mathématique. Et il va donc enregistrer ça, et lorsqu'il va sortir de prison, il devait s'échapper avec les deux autres, mais les deux autres sont finalement sortis sans lui, en lui dérobant tout son argent, juste pour en rajouter à la vengeance de notre Statham, maintenant homme d'action. Il va réintégrer l'univers du crime avec la ferme intention de faire payer celui qui l'a placé là, et littéralement, il va lui dérober tout son argent dans des jeux dont il connaît maintenant la solution. Est-ce qu'il se montre en tant que vengeur, ou il le fait en douce, il lui pique juste tout son argent sans que Dorothy, si je me trompe pas. C'est étonnamment un nom d'homme dans ce cas. Voilà, et joué par Ray Liotta, donc. Est-ce qu'il sait par qui il subit le bras vengeur? Ce qui est intéressant, c'est que Jake Green ne se cache pas, parce que tout ce qu'il fait, il le fait légalement. C'est simplement parce qu'il détient la formule qu'il est capable de gagner automatiquement au casino. D'ailleurs, à un moment, quand Matcha se rend compte que son homme de main est de retour sur la rue, il commence à le faire épier, et on se rend compte que Jake Green a une espèce de protecteur secret. Il y a un autre degré de magouille qui embarque à ce moment-là. Et
finalement, de fil en aiguille, Jake va, il y a bien sûr des coups qui vont être menés contre lui par le chef Matcha, le fameux Dorothy Matcha, qui veut sa peau parce qu'il sait très bien qu'il est en train de le plumer pour tout ce qu'il vaut. Ouais. Et il se fait protéger par d'étranges protecteurs. On sait pas d'où ils viennent. Ces deux. Est-ce qu'on sait pourquoi il le protège? On l'apprend par la suite. Okay, donc un scénario complexe, hein, comme Guy Ritchie sait le faire. Très 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 complexe. Mais je vais sauter tout de suite au vif du sujet et pourquoi j'ai choisi ce film-là. Parmi la myriade de films que l'on peut trouver sur le sujet. Comme parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, ça ressemble à un film de Guy Ritchie avec beaucoup de personnages caricaturaux, des intrigues, de l'argent, des flingues. Le film s'appelle Revolver. Ouais. Et il y a un moment, et il faut que vous sachiez que le film est basé sur une théorie psychologique qui base le fait que la vengeance, en fait, tout ennemi perçu est forcément un ennemi intérieur. Et que le cheminement de Jake, qui a beaucoup rapport avec les deux génies avec lesquels il était enfermé, va l'amener à se rendre compte que cette vengeance, non seulement ne lui sert à rien, mais sert à le détruire. Et l'ennemi qu'il va confronter, c'est vraiment lui-même. C'est lui-même. Et c'est vraiment lui-même. Il y a vraiment une scène de confrontation de lui-même envers son ego, envers sa motivation profonde, où il va abandonner la vengeance. D'accord. Donc il ne lui plie pas son argent, il combat sa volonté de se venger et finalement il ne se venge pas. Et finalement, il décide de refuser la vengeance et on découvre que ses protecteurs inconnus sont en fait les deux génies qui étaient avec lui de chaque côté, qu'il n'a jamais vu de sa vie et ils l'ont laissé en prison parce qu'il s'est dit tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt à recevoir la dernière partie de la formule qui permet de triompher non pas seulement du jeu, mais de soi-même. Et c'est ce qui se passe, et ça va nous faire un merveilleux segue jusqu'à notre chronique philosophie après. Et donc c'est ça qui a piqué ma curiosité. Le film lui-même n'est pas fantastique. C'est pas un excellent film, même dans la carrière de Guy Ritchie, c'est pas quelque chose qui est pas dans ses meilleurs. C'est pas dans ses meilleurs. Mais en termes d'être différent, d'être unique, c'est assez spécial. Je me rappelle la première fois, je l'ai vu 3 fois ce film, et la première fois je l'ai vu, j'avais vraiment le goût de voir un film de Guy Ritchie. Des fois ça vous prend, vous avez le goût d'un bol de chips, d'une bière et d'un film de Guy Ritchie. C'est ce qu'il y a de plus élémentaire. Et je m'étais pris à la regarder, et en plein milieu du film, j'ai fait mais qu'est-ce que je suis en train de regarder maintenant? L'intrigue était beaucoup trop obtus pour que je puisse la comprendre. Et soudainement, je comprends, oh mon Dieu, mais le but du film n'est pas de nous amener à la vengeance. Le but du film est de nous amener à cette théorie. Et à la fin, d'ailleurs, sur le générique de fin, il y a plusieurs psychologues réputés qui font une tirade sur cette théorie. Et c'est fait, mais qu'est-ce que je viens de me montrer? Et pourquoi ça avait besoin d'être un film de gangster alors que c'est clairement un espèce de propos sur l'identité réelle de tout ennemi dans le monde. Et comment on le voit juste en fait un petit peu? Comment on voit qu'il essaie de confronter cette voix intérieure qui lui demande de se venger? J'imagine qu'on n'est pas en train de filmer ce personnage-là qui est en train de se parler à lui-même. Est-ce que oui? Ou peut-être que oui en fait? À un certain moment dans le film, oui. D'accord. Mais jusque-là, il y a un autre stratagème qui est employé, c'est que on entend en voix off la narration de Jake Green, de Jason Statham, qui parle par-dessus l'action et qui raconte son plan. Ouais. Et à un certain moment, le personnage qu'on a sous les yeux, qui est Jake Green lui-même, se met à ne pas faire ce que la narration est en train de dire. Et donc, il y a un conflit entre le narrateur qui raconte l'histoire et le personnage dans l'histoire, qui est la même personne. Et ça fait qu'à un certain moment, le narrateur de l'histoire s'incarne et confronte le personnage. Il dit, t'es pas en train de faire ce qu'on veut, t'es pas en train de faire le plan, t'es pas en train de faire ce qu'on dit, t'es en train de détruire. Et on se rend compte que vraiment, c'est cette narration, c'est cette histoire de vengeance qui était l'ennemi. Ouais. C'est cette fable qu'il s'inventait pour lui-même et qui l'amenait à commettre des actes odieux. C'était ça, le véritable ennemi du film. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On était en train de parler avec Simon Trudeau de Revolver de Guy Ritchie, qui était sorti en 2005, scénario de Guy Ritchie et Luc Besson. Merci beaucoup. On écoute, juste avant de retrouver Benoît Guimond, Jean Leloup,
Lucie. Lucie, c'est pas mon nom. Moi je viens d'une boîte en carton. Puis les boîtes en carton, c'est le mec une gang de gros cochons. Lucie va voir le tueur à gage. Je lui dis si tu m'assassines de gang de creux de gros marrons, je te donne la cerise, mon vieux souillon. Puis là tu flashes et tu te tombes. Lucie, tu vas pas venir en prison. Lucie, tu vas pas venir en prison. Le tueur à gage s'en va au village acheter un bidon. Lucie attend assis dans le cabanon. Minuit, arrive l'explosion. On blâme le cri, finit cette gang de Christ de calice de gros marrons. On blâme le cri, finit cette Christ de calice de gang de gros marrons. Lucie, satisfaction. Lucie, satisfaction. Moteur, le tueur arrête son camion. Lucie enlève son pantalon. Famille unie, décimée par les flammes. Petite fille devenant une dame. Allô police, dans tous les journaux. Lucie qui fait des photos. Lucie est bonne dans les sanglots. Lucie est bonne dans la photo. Et Lucie est devenue une tueur à gage. Elle a du temps puis elle voyage. Elle a eu un petit héritage. Oh, Lucie, tu vas pas venir en prison. Lucie, tu vas pas venir en prison. C'était Jean Leloup, Lucie. Alors, on retrouve bientôt Benoît Guimont pour Philosophie. Alors Benoît, tu nous parles de la philosophie et je crois que tu voulais nous parler de Nietzsche. Je vois ce gros livre avec cette moustache que l'on reconnaît très bien devant toi. Alors de quoi tu voulais nous parler exactement pour nous illustrer le thème de la vengeance? Oui, comme tu l'as mentionné, j'ai pensé à Nietzsche. Donc je vais me permettre de faire quelques remarques sur Nietzsche pour commencer et ensuite je viendrai peut-être vous présenter le thème de la vengeance dans la mesure où il est quand même sensiblement présent dans l'œuvre de Nietzsche. Et comme Simon l'a annoncé, il va sans doute y avoir des liens entre sa présentation et la mienne. Donc, je laisserai bien sûr aux auditeurs le plaisir d'articuler tout ça dans une problématique commune. Parfait. Donc Nietzsche. Nietzsche, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas du tout, c'est un philosophe allemand du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle. Et j'aimerais commencer à en parler peut-être en vous communiquant, disons, des impressions de lecture que j'ai de Nietzsche. Nietzsche, c'est un auteur quand même, ça fait plusieurs années que je lis, je dirais, parfois je m'y plonge en quelque sorte, je relis un de ses ouvrages importants, parfois je me promène d'un aphorisme à l'autre d'une manière plus libre, et il y a quelque chose qui me frappe souvent, c'est que à chaque fois que je le relis, j'ai l'impression que je ne l'avais pas compris. Parfois, il y a des auteurs que je relis, je me dis, tiens, je l'avais quand même bien compris, mais tel aspect... Il y a des subtilités que tu n'avais pas forcément... Voilà. Et avec Nietzsche,
j'ai constamment l'impression de devoir le relire parce que, pour une raison ou une autre, je me dis, tiens, c'était pas la bonne perspective, c'était pas la bonne porte d'entrée dans son œuvre. Okay. Et je deviens très méfiant de ma propre compréhension de Nietzsche. Donc, tout ça pour dire que, bien sûr, je vais avancer quelques idées. On va les prendre comme des hypothèses de lecture ou un état actuel de ma compréhension de Nietzsche. Et justement, dans cette, on pourrait dire, lecture actuelle que j'ai de Nietzsche depuis quelque temps, j'ai l'impression de voir Nietzsche beaucoup plus comme quelqu'un qui poursuit la tradition de ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle aussi encore, les moralistes. Pour ceux qui peut-être voient pas tout à fait à quoi je me réfère là, quand je parle de moralistes, les principaux moralistes, ce sont des philosophes français comme Montaigne, dont on a parlé la semaine dernière, Pascal, avec qui Nietzsche entretient un rapport très particulier. À un moment donné, il parle de Pascal comme étant la victime la plus instructive du christianisme. Donc, c'est pour dire que Pascal est important parce qu'il lui apprend quelque chose. C'est une victime, mais instructive. Et La Rochefoucauld aussi, qui a eu une influence assez importante sur Nietzsche, quoi qu'il le mentionne pas si souvent, mais par d'autres sources, on sait qu'il a beaucoup apprécié sa lecture de La Rochefoucauld. Et les moralistes, ce qui les caractérise quand vous les lisez, c'est que ce ne sont pas des auteurs à système. Ce sont des auteurs, en quelque sorte, qui tentent d'analyser nos comportements moraux, d'où le terme moraliste, et souvent en essayant de mettre à jour le jeu des passions, le jeu des affects qui sont responsables de nos comportements moraux. Le meilleur exemple, justement, c'est La Rochefoucauld, qui, à chaque fois, dans ses maximes et pensées, là, si... vous connaissez l'œuvre, ce sont des très courtes sentences où La Rochefoucauld analyse on pourrait dire des réactions morales. Donc, à chaque fois, il tente de mettre à jour l'amour-propre qui se cache derrière des attitudes morales. Et Nietzsche, à mon avis, pour une bonne part, se place dans la continuité de cette approche philosophique-là, qui est une approche très, je dirais, psychologique. Et Nietzsche se qualifie souvent de fin psychologue. C'est toujours un regard sur la morale, non pas la morale comme système de règles, mais la morale comme manifestation d'affect, de passion, de sentiments humains. Et il s'inscrit donc dans cette continuité, mais en quelque sorte aussi dans une rupture, parce qu'il s'appelle lui-même un immoraliste. Donc, d'accord. Alors pourquoi il prend le contre-pied un petit peu de ces moralistes, puisqu'il s'appelle lui-même immoraliste? En quoi il prend le contre-pied un peu de... Pour manifester en quelque sorte que ce qu'on a appelé jusqu'à lui, encore jusqu'aujourd'hui, dans la mesure où sa critique reste pertinente, ce qu'on a appelé morale jusqu'à lui comporte certains préjugés. Et toute son œuvre, bien sûr, tente de se dégager de ces préjugés-là. Et c'est dans cette mesure-là qu'il se rapproche des moralistes, mais qui s'en distancie. Donc, il veut continuer leur analyse de la morale, mais en se dégageant des préjugés moraux. Disons, les préjugés de la morale qui a régné jusqu'à lui. Là, peut-être que vous avez l'impression que je me suis beaucoup éloigné beaucoup de du sujet. digression, mais est-ce qu'on revient vers la vengeance avec tout ça? Donc, la vengeance, au fond, justement, il s'agit, avec ce thème, de rentrer, je dirais, par la petite porte dans l'œuvre de Nietzsche, pas par les grands concepts, volonté de puissance, nihilisme, etc. Souvent, on fait cette erreur-là d'aller lire Nietzsche comme s'il avait fait un système, mais si on le lit en moraliste, j'ai l'impression qu'il est plus intéressant de rentrer par des thématiques comme la vengeance, justement, qui sont des attitudes morales. On pourrait dire que tout le monde ressent, qui font partie de nos comportements moraux quotidiens. Bien sûr, quand je dis quotidien, on peut s'imaginer, tout le monde n'est pas submergé par des envies de vengeance chaque jour. Chaque jour, évidemment. Mais Nietzsche, justement, nous montre que la vengeance dont il va parler, ce n'est pas la vengeance préméditée, consciente, c'est une vengeance qui se cache à nous. C'est une vengeance en quelque sorte sublimée, qui joue un rôle assez fondamental dans plusieurs attitudes morales, et des attitudes morales donc qui conditionnent notre comportement quotidien. C'est pour ça que je dis que c'est justement une vengeance difficile à déceler.
que les personnes n'arrivent même pas à déceler chez elles-mêmes quand elles le vivent, tout simplement. Exact. Il s'agit pour Nietzsche de la faire apparaître. Et je trouve qu'il écrit souvent un petit peu en peintre. Il nous dépeint des scènes, il nous fait aussi des portraits de personnages dans lesquels il va essayer de faire apparaître dans ces scènes ou à travers ces personnages des comportements typiques de nos attitudes morales et bien montrer le rôle d'affect de vengeance, par exemple, dans ces comportements-là. Et justement, j'ai choisi de vous présenter un petit extrait là où on voyait bien ce procédé. C'est un extrait tiré d'une œuvre de Nietzsche qui s'appelle Le Gai Savoir. Et pour ceux qui voudraient aller rechercher là, la référence, il s'agit du paragraphe 359. Là, dans les œuvres de Nietzsche, souvent c'est des courts paragraphes ou des aphorismes et chacun est numéroté. Donc on est au Gai Savoir, 5e livre, paragraphe 359. Et il y a aussi des petits sous-titres là, à ces paragraphes-là. Ici, ça s'appelle « La vengeance sur l'esprit et autres arrière-plans de la morale ». D'accord. Donc, je vais lire juste le début du paragraphe. On t'écoute. Donc, la morale, où croyez-vous qu'elle puisse bien avoir ses avocats les plus dangereux et les plus astucieux? Voilà un homme manqué, qui ne possède pas assez d'esprit pour pouvoir s'en réjouir et juste assez de culture pour le savoir. Ennuyé, dégoûté, il n'a que du mépris pour lui-même. Possédant un petit héritage, il est malheureusement privé de la dernière consolation, la bénédiction du travail, l'oubli de soi dans la tâche journalière. Un tel homme qui, au fond, a honte de soi, de son existence, peut-être héberge-t-il de plus quelques petits vices, et qui, d'autre part, ne peut pas s'empêcher de se gâter toujours davantage, de devenir toujours plus vaniteux et irritable par les livres auxquels il n'a pas droit, ou une société plus intellectuelle qu'il ne peut la digérer, un tel homme, empoisonné de part en part, car chez un pareil raté, l'esprit devient poison, la culture devient poison, la possession devient poison, la solitude devient poison, finit par tomber dans un état habituel de vengeance, de volonté de vengeance. De quoi croyez-vous qu'il puisse avoir besoin? Absolument besoin pour se donner, à part soi, l'apparence de la supériorité sur des hommes plus spirituels, pour se créer la joie de la vengeance accomplie, au moins en imagination. Toujours la moralité. On peut en mettre la main au feu. Toujours les grands mots de morale, toujours la grosse caisse de la justice, de la sagesse, de la sainteté, de la vertu, toujours le stoïcisme de l'attitude, toujours le manteau du silence avisé, de l'affabilité, de la douceur, et quels que soient les noms que l'on donne au manteau de l'idéal sous lequel se cachent les incurables contempteurs de soi, qui sont aussi les incurables vaniteux. Donc, on voit le Nietzsche qui nous dépeint un personnage qui se méprise, qui a assez on pourrait dire, d'intelligence pour s'en rendre compte, assez d'esprit, mais en même temps qui voit bien qu'il n'a pas d'autre moyen de manifester sa supériorité sur les autres que de moraliser. Oui. Et d'où le rôle de la vengeance dans cette moralisation des autres qui est plus ou moins avouée en quelque sorte. Donc, tout à fait, même inavouable, puisque c'est pour régler notre sentiment donc aigre et empoisonné un petit peu dont tu parlais justement dans l'extrait. Tout à fait. Super. Et donc, pour dire que Nietzsche va développer ça aussi dans plusieurs autres passages, entre autres, il va beaucoup critiquer Socrate comme étant peut-être un exemple de ces hommes qui se sont vengés par la morale sur les autres. Sur les autres. Eh bien, merci beaucoup. Merci en parler de la vengeance. Vous écoutez le Médialodon, CKRL 89.1. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, le Médialodon, pour nous suggérer des prochains thèmes. Vous pourriez être les nombreux chanceux à avoir votre thème choisi pour les prochaines émissions. Je vous laisse avec une dernière musique, un dernier chant tout à fait poignant, Der Hülle rasche Kort in meinem Herzen, la colère de l'enfer bout dans mon cœur. C'est issu de Mozart, la flûte enchantée. C'est en fait, Simon, l'air de la reine de la nuit. C'est effectivement ça. Et ça sonne absolument, absolument comme quelque chose qui n'est pas de la vengeance, mais c'est de la vengeance. C'est de la vengeance, totalement. On écoute ça tout de suite.
überliefern. Aber Mutter! Wart! Der Rache kocht in meinem Herzen. Tod, Verzweiflung. Tod, Verzweiflung. Um mich her. Welt nicht durch dich. Sarasa Todesschmerzen. Sarasa Todesschmerzen. Du bist aber meine Tochter, CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour une 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Festival d'été de Québec, Engramme, Théâtre Petit Champlain, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Festival de cinéma de la Ville de Québec. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pour ses 35 ans, le magazine Nuit Blanche zoome sur de jeunes auteurs de 35 ans et moins. Dans le numéro d'été, le livre jamais lu de Christian Guay-Poliquin. Pendant un temps, dans notre cuisine, il y a eu des pirogues et des jungles, des caravanes et des déserts. Des voyageurs et des marchands d'une autre époque traversaient notre demeure. Et entre autres, littérature queer, pensée féministe noire, hommage au poète Robert Dixon. Abonnement, concours et plus dans nuitblanche.com. Le dimanche en 5 à 7, montez à bord de Racine Musicale, commandé par des amoureux du reggae. Bigou et Selecta Jalabaman. Quand j'entends le rythme, ce rythme qui existe, le tambour qui fait boum et bam, qui bat dans l'harmonie. Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. CKRL 89.1. Imagine ça. Par un beau soir d'été, sur la terrasse du Sacrilège, t'es ben relax. Et soudain, une sensation de faim extrême et un besoin de manger subit te ronge l'estomac. Tu fais quoi? Comment assouvir ta fringale? Tu ouvres l'application Go Local et tu commandes chez Bol et Poké ou au pub Le Projet et ton repas est livré directement au Sacrilège. N'est-ce pas merveilleux? Visite le sacrilège.com pour plus de détails. Bonsoir et bienvenue aux Transmissions Transversales, 100e édition. C'est
C'est la fête ce soir. Et oui, vu que c'est la fête, je me suis gâté. J'ai fait une deuxième émission spéciale consacrée au Festival Off. Mais vu que c'est la fête, je me suis gâté aussi et j'ai juste donné les 2 tiers au Festival Off. Troisième tiers, ça sera des All-Stars un peu. On commence avec Gramophone, un artiste quand même électronique, un peu électro-hip-hop. Gramophone, on l'écrit Gramophane comme la faune et non comme un phone. Et l'album est paru le 6 mai, en fait c'est un EP, le 6 mai dernier. Et la pièce s'appelle Alice. Il y a un beau lapin sur le dessus, la thématique 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 beau lapin sur le dessus.